à la question des territoires. Parce que dans les fameux 3D, décarbonation, digitalisation et décentralisation, le D, on est au cœur d'affaires. C'est à la fois les moyens. Et la question qui m'a toujours très très intéressé de plus en plus sur la question de la transition, c'est le rythme et l'échelle. À quelle échelle territoriale? Où ça se passe? Et donc on dit, pendant la randonnée, c'était les États, ou ça peut être la communauté européenne, ou ça peut être les villes, plus grands, plus petits, et on s'aperçoit que les régions aient peut-être la bonne surface, la bonne taille pour pouvoir développer ça. Donc je voudrais avoir le point de vue d'un élu qui va nous dire ce que ça donne, parce que à chaque fois que je rencontre un représentant d'une collectivité locale, territoriale, au niveau des maires ou au niveau des présidents de région, à chaque fois, ils me disent « je voudrais avoir de plus en plus la maîtrise de l'énergie ». Et donc de la réponse différenciée par rapport à un schéma global. Alors quel est votre point de vue par rapport à ça? Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez exactement? Alors, Jean-François Husson, je suis sénateur de Meurthe-et-Moselle. Pour ceux qui ne connaissent pas, la ville chef-lieu, c'est Nancy. Voilà, donc je vous invite à venir profiter des bienfaits de notre département, de notre ville. Je confirme. Je suis effectivement au Sénat, à la Commission des Finances, chargé de... Plus particulièrement, je suis rapporteur spécial de ce qui est écologie, développement et mobilité durable. Et puisque vous avez parlé de la Bretagne, j'ai fait partie de ceux, on était deux à l'époque, qui, un soir de novembre 2017, avaient attiré l'attention de Gérald Darmanin lors de la discussion sur le projet de loi de finances, en lui disant qu'après avoir eu le phénomène des bonnets rouges sur l'écotaxe en Bretagne, nous allions avoir un deuxième phénomène de bonnet rouge avec l'augmentation vertigineuse de la taxe carbone, votée et imposée pour 5 ans, entre guillemets sans concertation, avec trop de brutalité. Il s'est avéré qu'on y est arrivé plus vite que prévu, malheureusement. Alors, la question de l'énergie des territoires, elle n'est pas si évidente que ça à traiter. Je veux peut-être quand même juste rappeler que dans les objectifs, et notamment le GIEC, parce que je pense qu'il faut qu'on ait à la fois la vision d'un horizon, ça doit nous guider, parce que la jeunesse n'est pas que, je crois qu'il ne faut pas tout demander à la jeunesse, il ne faut pas, je dirais, uniquement idolâtrer ou au contraire critiquer la jeune suédoise. Je crois qu'on a une prise de conscience à l'échelle de la planète, dans nos pays et dans nos territoires, des enjeux écologiques et donc de l'humanité. Et le GIEC rappelle qu'entre 50 et 70% des solutions à imaginer sont infranationales. Voilà. Et comme il y a une grande convergence des travaux du GIEC depuis longtemps, je sais qu'un certain nombre continuent de penser, ils sont de moins en moins nombreux, que ces experts, ces scientifiques se trompent, nous font peur. Je crois juste qu'il faut faire confiance à la science, à la réflexion et à la raison, et se mettre au travail, et que ça nous concerne, les femmes et les hommes, quelles que soient nos opinions, nos sensibilités, avec, pour moi, un avantage, c'est qu'on s'intéresse par ces sujets, à la fois à l'avenir de l'humanité, mais au quotidien de nos concitoyens. Finalement, c'est une manière de refaire société, avec des sujets de portée générale, mais également très concrets. Les territoires, eh bien en France, il y a, vous l'avez dit dans le chapeau introductif, beaucoup d'éléments, je dirais, dépendent de l'impulsion, puisque c'est le pouvoir d'impulsion, en France c'est l'État. On parle d'une république décentralisée, je crois qu'on est loin de la décentralisation bien aboutie. Et voilà, c'est ainsi. Deuxième sujet, on a les acteurs, et vous en êtes, de l'énergie. Il faut se remettre en tête un chiffre, le déficit du commerce extérieur de la France, un peu plus de 60 milliards. Pour 2 tiers, c'est le déficit énergétique. Donc on se dit, il faut y aller, on n'a pas le pétrole, on n'a pas tout ça, ok. Et donc on travaille sur les énergies renouvelables, il y a une palette, je pense qu'on va y revenir après. Et dans cette palette, je veux juste aussi qu'on se rappelle, ne le voyez pas comme une provocation, que la palette, on peut la développer moyennant un pari qui est fait par l'État et le contribuable français
à qui le pari sur les énergies propres et renouvelables coûte quelques milliards d'euros pour un certain nombre d'années encore. Et donc on a une ardente obligation entre les acteurs professionnels de l'énergie et les territoires de rechercher les meilleures solutions. Et dans les bonnes solutions, je crois qu'il faut bien regarder la manière d'être beaucoup plus sobre dans nos consommations énergétiques, tous secteurs confondus, que ce soit le secteur de l'habitat résidentiel, que ce soit le secteur des mobilités, donc des transports, que ce soit le secteur de l'agriculture ou le secteur industriel. Plus on travaillera sur la réduction de l'empreinte carbone et donc de la consommation énergétique, plus on sera vertueux à la fois pour lutter contre le réchauffement climatique, le CO2, mais également, c'est pas tout à fait innocent, pour réduire également, par un certain nombre d'aspects, la pollution de l'air. Je fais le lien qui ne se fait pas toujours, parce que j'ai aussi présidé une commission d'enquête au Sénat en 2015, où on a conclu que, alors, ça n'est pas juste à l'euro près, mais que grosso modo, le coût économique et financier de la pollution de l'air à l'échelle de la France, c'est 100 milliards d'euros par an. Je dis ça, et puis après on a eu la COP21, souvenez-vous, on a dit à l'échelle de la planète, il faudrait mobiliser pour aider les pays en difficulté, en voie de développement, à lutter contre le réchauffement climatique avec nous, il faudrait qu'on mette 100 milliards de dollars à l'échelle de la planète, chaque année aussi, pour, je dirais, remédier au sujet. Donc vous voyez, la France, pollution, 100 milliards d'euros par an, et à l'échelle de la planète, le réchauffement climatique, l'aide des COP, 100 milliards de dollars. Avec ces deux chiffres qui sont énormes, donc, dont on a un peu de mal, tout un chacun, à apprécier ce que ça signifie à notre échelle, ça situe les enjeux. Et derrière, et je ne veux pas être trop long, mais sur le sujet, c'est comment on s'y met en France. On a d'abord les lois de programmation, les lois énergie-climat, parce qu'on a malheureusement une mauvaise habitude en France, c'est qu'on confie la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est décidé par décret. Pour être clair, ça échappe complètement au travail des élus et de la représentation nationale. C'est donc, moi je le dis comme je le pense, c'est un déni de démocratie, c'est une faute, alors que ensuite on va nous demander de mettre en œuvre et de décliner. On ne fait pas. Alors, sur ce point-là, on est au cœur de l'affaire, parce qu'on sent bien que par rapport au savoir, quand vous défendez la science, et je fais sans arrêt ça, une sorte de vulgarisateur auprès de l'Académie des sciences, de plus en plus, la science, c'est l'élite. Et s'il y a une sorte de méfiance, de soupçon par rapport à la science, on est très 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 mal barré. Et c'est parce que l'acceptabilité, elle sera refusée, puisque c'est l'élite parisienne, et on refusera ça. Donc il y a la question de déni de démocratie, mais aussi comment faire accepter ça, et notamment chez vous. À Nancy, est-ce que les gens croient encore au savoir? Ils voient la merveille de l'architecture de la place Stanislas, mais est-ce qu'ils croient encore au savoir? Donc, ici, dans le pays du siècle des Lumières, on va vraiment vers sa barbarie qui est la sacralisation de l'ignorance. Comment faire? Je pense qu'il y a un doute, à la fois vis-à-vis de la science, mais qui participe du discrédit, je dirais, vis-à-vis des institutions, quelles qu'elles soient. Le politique, j'en suis, donc il est largement discrédité, il y a aujourd'hui un sentiment de défiance, mais les institutions, la justice, la presse, c'est à mon avis un vrai sujet. Et sur l'aspect de la science, je vais prendre un exemple que j'ai vécu, là encore, lorsque je suis allé en 2015 dans la vallée de l'Arve, où il y avait un phénomène il y a toujours un vrai phénomène de pollution. Je fais simple, la provocation pour les élus du territoire, c'est le jour où, je crois le 16 août de je ne sais plus quelle année, il est marqué Chamonix, ville la plus polluée du monde. Quand vous vous battez pour expliquer que la montagne, venez respirer l'air pur et que vous mettez tout pour le tourisme et l'attractivité, vous êtes, c'est un coup au foie. Il a fallu. Alors, la science, qu'est-ce qu'elle fait? Attention, parce que là, c'est un problème un peu général. Ah, mais donc, oui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu mesurer la pollution. Qu'est-ce que disent les mesures, l'expertise scientifique? Eh bien, elle dit, voilà l'origine des polluants. Et l'origine majeure et principale dans la vallée de l'Arve, c'est le résidentiel, le chauffage au bois.
Qu'est-ce qui s'est passé? Refus catégorique, c'est la maudite de l'opinion. Enfin, qu'est-ce que vous nous dites? Mon grand-père, mais depuis toujours, donc on nous ment, vous trichez. Enfin, il a fallu 3 ans pour arriver à convaincre l'opinion. 3 ans pour arriver à obtenir un débat apaisé. Et évidemment, mais on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, des mesures d'accompagnement. Comment on aide les populations? Maintenant que l'on dit ça, voilà la transition, vous devez modifier les pratiques, c'est pas mal. Il faut le faire, c'est pour votre bien, le bien de la santé des générations futures, etc. Eh bien, vous allez avoir des dispositifs d'aide avec l'ADEME, les collectivités, pour faciliter le remplacement de vos modes de chauffage. Une fois que vous êtes entré dans cette démarche, que l'ensemble des collectivités, des acteurs et des associations comprennent, participent, vous avez gagné la moitié de la partie. Mais sur un petit aspect comme celui-ci, il a fallu 3 ans. Très bien. Donc on voit le temps, on voit l'ouverture, on voit la transition, on ne va pas faire des mesures comme ça venues de haut, exactement ce que vous dites. On voit l'articulation vraiment avec la démocratie, le temps, mais en même temps l'ambition, c'est-à-dire rien céder. Alors, premier regard croisé, on a l'administrateur qui est en charge des dossiers de climat et d'énergie, la FNSEA, ça connaît bien, et donc voilà, et puis il y aura le directeur général de GRDF pour poser les questions. Alors la première question que je vois, parce que je promène beaucoup dans les territoires, notamment passionné par les questions agricoles et les questions d'élevage, donc où est-ce qu'on en est de la méthanisation? J'avais dit un jour, lors d'une émission de Michel Drucker, où j'avais invité une éleveuse de porc, je lui avais dit que grâce à la méthanisation dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère Nord, la Bretagne serait le nouveau Qatar, grâce à la nouvelle production de gaz. Imaginez le regard de Michel Drucker. Alors, où est-ce qu'on en est du Qatar breton, cher Olivier? Merci beaucoup, oui. Oui, en charge des sujets climat-énergie pour la profession, comme syndicalisme et chambre d'agriculture. Je voudrais, ce qui a été dit là sur la science et sur la vision plus globale, je trouve tout à fait. Je voudrais rappeler pourquoi, quelque part, et je remercie aussi les organisateurs, qu'il y a un agriculteur sur la séance. Pourquoi? Parce que je rappellerai que la transition, je vais venir au gaz, et je rappellerai que la transition énergétique, elle est avant tout due aux accords de Paris. Il y a une décision forte qui est la sortie du fossile, du carbone non renouvelable. Si on sort du carbone non renouvelable, on peut le remplacer par un certain nombre de choses, mais en particulier par le carbone renouvelable. Et dans le cadre du carbone renouvelable... Ce qui permet d'ailleurs de préciser, parce que je suis en charge de l'académie, donc du dictionnaire, biogaz c'est quand même du carbone aussi. Donc la question en jeu, c'est, quand on dit décarboner, c'est décarboner le carbone fossile. C'est du carbone qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Exact. Voilà, c'est du carbone vert, entre guillemets, qui répond à l'enjeu du climat. On sait que la première solution par rapport au climat, c'est sortir du fossile. Il y a d'autres choses, consommer, mieux consommer, tout ce que vous voulez, mais c'est la première chose, cette neutralité carbone. Ça, c'est la première chose que je veux dire, parce que ça veut dire qu'en fait, on va demander à l'agriculture, tout simplement, de revenir à ce qu'elle a été pendant 10 000 ans. Depuis 200 ans, l'ère du fossile, non renouvelable, du pétrole, a fait qu'on a enlevé à l'agriculture toute la partie énergie. Un agriculteur, avant tout, c'est un producteur d'énergie, ce qu'on appelle la bioéconomie. C'est l'énergie de la photosynthèse, c'est le photovoltaïque des sols, quelque part. Et par ce photovoltaïque, on crée de l'alimentation, qui est le premier métier, mais qui est de l'énergie aussi. On peut créer de l'énergie, on peut créer des matériaux, on peut créer des chimiques, surtout on peut remplacer tout ce qui est à base de carbone non renouvelable aujourd'hui. D'où l'importance pour l'agriculture. Dans le même temps, et je vais arriver au gaz, on nous dit au niveau des accords de Paris ou ce genre ou le GIEC, dans son rapport de l'été dernier, que l'élément essentiel de demain, c'est le sol. C'est déjà l'élément essentiel, parce que pour produire un sol, du soleil, de l'eau et des nutriments, mais dans le cadre de ce sol, on va pouvoir capter des gaz à effet de serre. Les forêts le font bien aujourd'hui. L'exploitation des forêts doit être faite de manière raisonnable pour éviter justement que ça s'échappe ou éviter les incendies. C'est le premier puits de gaz à effet de serre. Ça, c'est la première chose. Les prairies le font, mais aussi les terres arables. Et l'INRA a sorti une étude l'été dernier qui montre un potentiel important. Comment on fait pour capter des gaz à effet de serre? Et j'arrive au gaz. Comment on fait? C'est-à-dire pour capter plus de gaz à effet de serre, il faut augmenter la matière organique des sols, donc il faut produire plus de biomasse.
Il faut avoir ce qu'on appelle, vous l'entendez de temps en temps, des couverts végétaux permanents ou quasi permanents sur les sols. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va avoir une agriculture, c'est déjà, ça commence à se développer depuis une dizaine d'années, ça se renforce, et ça veut dire que demain, on va avoir un potentiel de biomasse in nature. Je le dis bien parce que on a toujours la question alimentation, pas alimentation. En France, on peut produire qu'une culture alimentaire par an. Le climat ne nous autorise pas 2 cultures comme dans certains pays tropicaux. Donc ça veut dire que si on sème quelque chose entre 2 cultures alimentaires, de toute façon, elle est immature. Qu'est-ce qu'on en fait? Sachant que 50% reste dans le sol, mais on peut utiliser éventuellement 50%. Je viens justement, et le gros avantage, je dirais, de la sortie du fossile et des accords de Paris, c'est que ça va permettre, ça a été dit beaucoup ce matin, et ça m'a fait plaisir, les territoires, le développement des territoires. C'est-à-dire qu'en fait, dans les territoires minéraux, les agriculteurs, forcément, dans les territoires ruraux, sont présents partout, c'est le principe du métier d'agriculteur, il y a un gisement potentiel pour l'énergie qui est important. On a parlé un petit peu d'autres énergies, la chaleur, et ainsi de suite, et dans le biogaz, c'est une façon de valoriser les effluents, de valoriser les résidus de culture, parce qu'il y a des résidus, les déchets et compagnie, et de valoriser cette biomasse. Et à partir de là, on a un gisement sur les territoires, pour les territoires, et en plus, on peut utiliser les réseaux qui existent, ainsi de suite. Donc c'est véritablement une énergie disséminée dans l'ensemble du territoire pour le territoire. Alors on voit bien l'objectif, on voit bien, et on sait bien que ça va, on va voir, Roscoff va racheter le PSG bientôt. Grâce à ces enlevures, tout ça, on le voit bien. Alors, vous avez les réseaux, donc je passe évidemment la parole à votre voisin, qui va nous expliquer comment on passe voilà, du gaz des villes au gaz des champs. Alors, je suis heureux de voir que vous prenez cette expression que j'avais lancée il y a un an au même endroit. Mais merci d'avoir noté. Et en dépit de mon âge, j'ai encore la mémoire. Alors on le fait, et ce qui est important, je rebondis sur la première question, finalement, quel est mon territoire? En fait, ce qui marche bien, c'est quand les différents territoires coopèrent et vont ensemble fondamentalement dans la même direction. Parce que finalement, pour un projet de méthanisation, quelle est la maille? On voit les meilleurs projets, c'est ceux où il y a une dizaine d'exploitations, alors sauf dans quelques parties du pays où il y a des exploitations de plus grande taille, comme en Seine-et-Marne, mais le plus souvent, il faut qu'une dizaine d'exploitations se regroupent à une maille intercommunale. Après, pour que ça rentre dans le réseau, il faut évidemment l'intégrer. Il a échappé à personne que le réseau de gaz historique s'est surtout développé dans les villes. Donc oui, la première démarche qui avait été faite, c'était de dire finalement ce biogaz agricole, on va le brûler, on va faire de l'électricité, c'est beaucoup plus simple. Et je me réjouis que la décision ait été prise il y a une dizaine d'années de dire non, le brûler pour produire de l'électricité en base, c'est quand même pas le plus intelligent. L'intérêt de la molécule de méthane, c'est qu'elle pourra se stocker, donc il faut évidemment donner la priorité à l'injection, ce qui a été fait par les gouvernements, avec une politique claire pour dire priorité à l'injection, et donc comment peut-on raccorder au niveau des réseaux. Et là, quand on a commencé à creuser, on a découvert que finalement plus de 80% des exploitations agricoles pouvaient être raccordées à notre réseau de manière totalement économique. Et pour vous illustrer ça, le régulateur vient de décider les tarifs de GRDF pour les 4 années qui viennent. Dans la proposition initiale pour avoir mis, on avait intégré nos besoins d'investissement et de fonctionnement pour intégrer tous les projets qui aujourd'hui tapent à la porte. Accessoirement, un peu plus que ce qui est prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et on a pu intégrer ça en proposant une baisse des tarifs du réseau de gaz. Parce que cette approche un peu groupée nous a permis de revoir complètement les schémas directeurs. En gros, sur des mailles qui ressemblent un peu aux arrondissements historiques, alors ça dépend des endroits, s'ils avaient un grand centre urbain, s'ils n'en avaient pas, mais globalement, chaque département, il y a 3-4 mailles sur lesquelles on peut raisonner un schéma directeur pour optimiser nos infrastructures, pour permettre effectivement de raccorder tous les projets au meilleur prix. Et après, vous avez la maille régionale, on s'aperçoit aussi que beaucoup de régions maintenant prennent le sujet. L'Île-de-France a été illustré ce matin, qui avait le biométhane effectivement en avant. La région de Nouvelle-Aquitaine qui a annoncé qu'en 2050, elle voulait 100% de gaz renouvelable dans ses réseaux. Accessoirement, la ville de Paris, puisqu'on vient de renouveler notre contrat de concession avec la ville de Paris, et on est convenu avec la ville de Paris qu'on ferait tous nos efforts, eux et nous, pour avoir aussi 100% de gaz renouvelable dans les réseaux de la ville de Paris. Évidemment, pas en produisant ce gaz renouvelable à Paris, mais bien en allant le chercher dans les territoires autour de la métropole parisienne. C'est très très intéressant parce qu'on passe d'une vision d'un réseau complètement centralisé, homogène un peu partout, au contraire à des situations très souples au fond, et qui sont ouvertes à différentes solutions, avec une obligation technique évidemment d'équilibrer les réseaux à chaque fois. Donc c'est passionnant. Alors, on voit l'objectif, on voit la possibilité, pourquoi ça traîne? Traîne.
Parce que ce que je vois, je suis assez au courant de la nécessité de transition aussi dans le domaine agricole, qui est lié à la transition dans le domaine de l'écologie et puis dans le domaine du numérique enfin toutes ces transitions. Donc on voit bien, et on sait qu'il faut le faire, alors pourquoi ça traîne? Une bonne question. Pourquoi ça traîne? Le gisement, il est là. Les études de l'ADEME le montrent. Le gisement, il est là, il existe déjà aujourd'hui, et je vous dis, il est potentiellement l'augmentation du gisement dans le cadre du climat en plus est possible et réalisable, c'est-à-dire que le gisement est vraiment là. Donc ça, la problématique du gisement est là. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est ce que j'ai un peu dit, c'est ce qui a été dit tout à l'heure avec la centralisation. On voit très bien la différence entre la dynamique des régions et les débats qu'on peut avoir au national, c'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté régionale. Et le vrai cœur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on parle de systèmes qui sont très centralisés, qui diffusent sur le territoire. On est en train de réinventer l'économie, c'est le Green Deal européen avec une idée de croissance, et en partant du territoire, voilà. Et je pense que le blocage, c'est que le changement, c'est compliqué. Voilà, on a une administration, on a un système qui fait que peut-être aussi l'heure de l'avenir, ou certaines habitudes, ou certaines doses de conscience, un peu d'argent, voilà, il y a le coût aussi. Mais il y a aussi cette approche en disant que le développement demain sera sans doute beaucoup plus un développement des territoires, ce qui est bon pour les gilets jaunes, entre guillemets, mais que ça nécessite un certain nombre de choix politiques, stratégiques qui sont compliqués. Il y a une question concrète que j'ai vue. Il se trouve que je travaille un peu partout, et donc j'ai été à côté de Douarnenez, où il y a l'exploitation d'André Sergent. André Sergent est intéressant, c'est un agriculteur, parce qu'il est président de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et il a un modèle qui est intéressant, puisqu'il fait du lait, il fait du porc, et il fait de la méthanisation à partir des rejets, des fluents des porcs. Et alors, on a cette question posée. Il a une unité de méthanisation, et il est en train d'être inquiet, parce qu'il y a une idée de rassembler 30 à 40 sources de méthanisation en Bretagne, et le mettre dans un ou deux endroits, avec évidemment le problème des transports, etc. Donc, après avoir territorialisé, on déterritorialise, exactement comme avec le numérique, ça m'a très intéressé, parce que j'essaye de faire les échos entre les choses. Donc on passe de plus en plus des data centers au cloud, on est revenu à la centralisation du cloud, et donc je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous, puis vous tous d'ailleurs, parce que c'est une question que je vois au hochement de tête, que ce dont nous parlons ne désintéresse pas les membres d'une table ronde, ce qui est quand même assez rare. Et comme c'est pour moi, oui, c'est naturel revient en galop, c'est-à-dire que la méthanisation, c'est des volumes importants. Il faut être clair, c'est des volumes importants, c'est du transport, c'est ainsi de suite. Donc on est vraiment sur... Alors les territoires, ça ne veut pas dire le village pour le village, ça veut dire des territoires de collectivités, voilà, de communes, quoi, de communautés de communes relativement importantes. Et l'idée de se dire qu'on va refaire des énormes usines à gaz, alors si, là où il y a un gisement énorme, encore une fois, c'est lié au gisement. On est véritablement sur un projet de territoire. Je le dis toujours, on a parlé de crowdfunding tout à l'heure, ainsi de suite. Sur un territoire qui peut être une communauté de communes, il faut regarder le gisement. En fonction du gisement, il faut faire la production. C'est-à-dire qu'il faut faire attention que c'est une adéquation. Oui. Aller chercher du gisement à plus de 30 km, même plus de 20 km en méthanisation, c'est pas une bonne idée. C'est beaucoup de transport, c'est du coup une acceptabilité plus compliquée. Donc, il faut adapter sa production d'énergie ou de production de bioéconomie en fonction du gisement. S'il y a du bois ou des bocages, c'est de la chaleur. Si on est au sud, c'est du photovoltaïque, ainsi de suite. Il y a matière, et il faut impérativement revenir au territoire. Voilà, territoire, gisement, en fonction de ce gisement, qu'est-ce que je peux produire? En fonction des besoins aussi, bien sûr. Il y a une maladie, je connais bien les questions d'eau, il y a une maladie, comme ça, à chaque fois en France, on dit « Ah, on va recentraliser ». On va recentraliser pour deux raisons. D'abord parce qu'on pense qu'en recentralisant, on va dépenser moins d'argent. Et on pense que ceux qui gèrent centralement, ils sont moins bêtes que ceux qui gèrent localement. Alors je voudrais le point de vue d'Édouard et puis monsieur le sénateur. Alors, vous avez bien raison de souligner le problème. Fondamentalement, pourquoi on voit cette tentation de faire des très grosses unités? C'est pour des raisons de baisse de coûts. C'est vrai que globalement, l'unité de production, si vous la faites très grosse, ça risque d'être plus efficace. D'où la tentation de dire, faisons des grosses unités et les coûts seront plus bas. En oubliant, et on revient à l'étude l'a bien montré, toute cette prise en compte de certaines externalités
ok, peut-être que cette unité sera plus efficace, et derrière ça veut dire transporter de la biomasse dans l'unité, et les infrastructures gaziers, ce qu'ils adorent faire, c'est montrer une belle photo d'un paysage naturel et dire, regardez, là il y a un stockage souterrain, ou regardez, là il y a une énorme canalisation de gaz qui passe, et qui ne gêne personne, et qui est très efficace. Donc oui, je vous pense complètement, je pense que l'avenir, ça sera de transporter moins de biomasse, et évidemment d'utiliser nos réseaux qui existent, et qui transportent de l'énergie de manière extrêmement efficace, avec quasiment pas de perte énergétique, et en plus sans aucun impact négatif pour l'environnement. Ça vaut pour la méthanisation, et ça vaudra peut-être aussi demain sur des projets de pyrogasification, plutôt que de transporter sur longue distance du bois pour les brûler proches des villes. On aura intérêt à pyrogasifier cette ressource et à transporter les molécules de méthane et à les brûler directement dans les chaudières des clients. Alors, monsieur... Deux éclairages par deux exemples. On se disait à l'instant, moi je dis, premièrement, il y a la question des coûts. Et sur l'énergie, c'est à peu près comme sur l'eau et l'assainissement. Beaucoup, on va dire, dans le parisianisme ou dans les technos, où qu'ils soient, c'est on fait des économies d'échelle en groupe et vous allez voir, ça on va gagner. Non, il y a des fois, on ne gagne pas, on perd. Vous avez des unités sur l'eau, mais c'est pareil sur l'énergie. Par l'exemple que vous dites de Douarnenez, vous pouvez avoir sur un territoire, pas forcément très grand, une unité qui répond aux besoins du territoire à un coût très intéressant, très compétitif, avec une organisation, y compris en termes d'emploi, compétitive et efficace. Deuxième exemple, un regroupement pour montrer la complexité dans un territoire très rural, chez vous, vous allez venir dans 8 jours, enfin chez vous, en Meurthe-et-Moselle, à l'est de Neville, vous avez 53 agriculteurs qui décident de se regrouper pour faire une belle unité de méthanisation. Alors, le problème, c'est que comme l'unité est grosse, vous avez des contraintes nouvelles, IC2, etc. Donc vous doublez quasiment le temps nécessaire. Puis vous prenez un petit coup d'administration, des difficultés des banques, parce que les agriculteurs, quand ils choisissent, ils n'ont pas le même rendement ni la même rentabilité sur nos installations, mais ils sont dans l'économie circulaire et vertueuse. Là où les industriels, l'objectif c'est entre 3 et 5 ans, il faut rentabiliser. Les agriculteurs, c'est au moins le double. C'est au moins le double, avec 40% des paysans qui n'ont pas 400 balles par mois net, actuellement, pour vivre. Il faut juste aussi se mettre dans ce contexte. Et comment ça finit? Ils mettent plus de temps, ça va, ils ont tenu. Et donc vous avez, c'est plus difficile, c'est plus long, c'est moins rentable, et quand vous êtes, comme aujourd'hui, dans des difficultés économiques, et puis un petit vent d'agribashing, je peux vous dire, il y a une personne qui est juste à l'entrée de la commune, alors qui est à peu près située à vol d'oiseau à 800 mètres, qui se plaint parce qu'elle a un droit au paysage, et le paysage, il a changé. Ah oui, il a changé, mais il changera encore, hein, heureusement. Et à un moment, on pense à quoi? À son intérêt personnel ou à l'intérêt collectif, général d'un territoire avec une profession qui fait le pari de l'avenir pour décarboner. Et pour réduire la... Bon, il a le droit au paysage et le droit au silence parce que ça l'insupporte quand les coqs chantent. Enfin, je ne vais pas engager une polémique, mais c'est... Voilà. Donc, mais je voudrais revenir sur votre question, pourquoi ça traîne. Après, tout est une question de relativité. Je peux vous dire que pour les collègues de GRDF qui sont passés de 50 projets en 5 ans à 50 projets en 1 an et qui ont étudié en ce moment 1 millier qui ont demandé leur raccordement, ils n'ont pas l'impression que ça traîne. Donc il y a aujourd'hui une très très belle dynamique sur le biométhane qui est partie. C'est bien d'ailleurs la difficulté, c'est qu'on a aujourd'hui des projets qui sont bien supérieurs à ce qui est prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et très clairement, je le disais, l'an dernier, la production additionnelle de biométhane en France, ça a dépassé la consommation de gaz des logements neufs qui ont été construits chauffés au gaz en France. C'est pas négligeable. Ça veut dire que le gaz renouvelable supplémentaire produit l'an dernier, c'est plus que la dépense supplémentaire de gaz liée à plus de 100 000 logements neufs qui ont été chauffés au gaz. Donc on est sur cette dynamique. Après, ça a été dit dans une table ronde précédente, c'est vrai que le gaz du Qatar dont vous parliez, aujourd'hui il arrive à un coût particulièrement bas. Et donc la question qui se pose, c'est, tout le monde reconnaît les externalités positives du biométhane, le régulateur a animé tout un groupe de travail, le président Caraco a terminé en disant si on prend en compte les externalités positives du biométhane, on pourrait encore le payer bien plus cher que ce qu'on paye aujourd'hui. Et puis il y a la direction du budget qui dit oui, mais par rapport au gaz fossile, c'est quand même cher, et est-ce que c'est aux contribuables de payer tout ça? Et comme on peut faire, et c'est vrai qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions pour, je le disais, nous, notre proposition tarifaire, c'est-à-dire on pourra faire le biométhane en baissant les tarifs du réseau de gaz
parce qu'on a essayé de faire des schémas directeurs et de bien les intégrer. Et on réfléchit aussi à des solutions. Il y a, par exemple, dans les réglementations thermiques sur le logement neuf, est-ce qu'on pourrait donner une prime au logement qui utilise du biométhane, quitte à le payer non subventionné, parce que comme ils sont très bien isolés, ils peuvent payer ce premium que d'autres ne pourront pas payer si d'un coup on disait tout le monde doit basculer au biométhane qui est plus cher que le gaz fossile. Donc il faut aller chercher les clients qui sont capables de payer le renouvelable. Et le plus souvent, c'est ceux qui justement ont des logements bien isolés et consomment peu d'énergie pour se chauffer. D'où l'intérêt de travailler sur la réglementation du logement neuf pour favoriser le biométhane dans le logement neuf. Ça m'a toujours frappé dès le début, c'est que dans toutes les transitions, on articulait toutes les transitions techniques, et on oubliait toujours les inégalités sociales. Et on s'étonnait de la, comme on dit, alors au lieu de dire la fureur, la révolution, la colère, on dit la non-acceptabilité. J'adore ça, j'adore ça. Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup, tout à fait passionnant. Alors on va continuer notre voyage. J'ai glissé un petit message, Eric. Oui. Un petit message, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de poser des questions à la salle. Oui, alors écoute, parce que la question, moi je suis tout ça, parce que tu es une absolue, et donc, et la question c'est le temps, car au fond, ici... On continue au niveau du timing, mais que les questions de la salle remontent pour qu'on les... Oui, alors, alors, moi ce qui m'intéresse, c'est que les questions, en fait, tout est lié, parce qu'on a parlé du gaz, on va parler maintenant de l'électricité, et on va parler après d'un réseau. Donc moi je préférais ça, pas qu'on avance un peu sur cette question. Non, on continue, mais pendant ce temps-là, eux, continuent. Non, ils bossent. Ils bossent, il faut. Je sens qu'ils bossent. Je sens qu'ils bossent. Donc maintenant, on continue. Donc bienvenue la Vendée, que j'aime beaucoup pour toutes sortes de raisons, à la fois de navigation et de musique. Donc le Vendée Globe et Christie. Donc merci beaucoup. Donc à vous, la Vendée, et puis évidemment, on va voir le réseau. Donc j'adore ça d'avoir comme ça un endroit très précis de France et puis le réseau national. C'est-à-dire la République. La Vendée, à vous. Et parler de République en Vendée, c'est quand même assez gonflé. Merci beaucoup. Effectivement. Et on s'entend particulièrement bien. Merci beaucoup pour votre introduction. Formidable. Écoutez, puisqu'on veut parler des territoires, je vous propose de parler de ce territoire où bientôt le Vendée Globe va s'élancer, d'ici quelques jours, ou quelques mois maintenant, pour vous parler d'un syndicat qui essaie de vraiment s'impliquer dans cette fameuse transition énergétique. La question que vous posiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est-à-dire à quelle échelle, parce que c'est la région, eh bien sans doute la région a quelque chose à jouer dans le domaine, mais je crois encore plus quand même à la proximité. Et un syndicat d'énergie à la maille départementale qui travaille en particulier avec ses comités de communes, eh bien, a des réussites que je vous propose de démontrer. Peut-être je peux passer si premier élément, juste très très brièvement, ce syndicat d'énergie, c'est comme tous les autres syndicats, il s'occupe de la distribution de l'énergie sous sa forme électrique, mais aussi sous sa forme de gaz, j'allais dire, avec des relations excellentes avec Philippe à droite et Edouard à gauche sur le gaz et sur l'électricité, bien évidemment, les groupements d'achat d'énergie, peu importe, sur l'éclairage public, peu importe aussi. Nous avons beaucoup travaillé aussi sur l'efficacité énergétique. Et donc nous avons osé investir avec l'ensemble des collectivités, des communes qui adhèrent, toutes les communes du département adhèrent donc, au syndicat, et nous avons injecté 20 millions d'euros dans la rénovation énergétique qui nous permet aujourd'hui d'obtenir des résultats assez remarquables, puisque sur les plus de 200 logements qui ont été rénovés, nous avons en termes d'économie d'énergie primaire, nous sommes à 62%. Ça veut donc dire que sur l'efficacité énergétique, on peut des choses. Alors, les deux points sur lesquels je vais m'attarder maintenant, c'est que, outre cette distribution d'énergie, on s'est très tôt intéressé à la mobilité. Et le premier sujet, ça a été l'électromobilité, que l'on a travaillé donc, avec nos amis d'Enedis. Alors que nous étions dans un département très rural, on a essayé d'expliquer que le véhicule électrique, qui a été fait d'abord pour les villes où il y a une pic de pollution, alors sur Lyon il n'y a pas de pic de pollution, donc il a fallu trouver d'autres arguments pour expliquer que ce véhicule il était adapté à un département où les transports collectifs, j'allais dire, sont compliqués à organiser. Et donc
nous avons pu organiser, mailler le territoire avec des bornes de recharge et grâce aussi au travail que nous faisions avec Enedis sur Smart Grid Vendée, qui est le plus grand démonstrateur de réseau électrique intelligent en Europe, en termes de maille de démonstration, où on a essayé de travailler sur les flexibilités, eh bien on a essayé d'expliquer aux Vendéens que ça valait peut-être le coup, le véhicule électrique, si on essayait de recharger son véhicule plutôt la nuit lorsque nos éoliennes tournent et que l'on a des électrons qui ne sont pas utilisés par nos entreprises, ou entre midi et 2 heures lorsque le soleil est au zénith et que les entreprises là aussi sont un peu au ralenti, eh bien on peut donc aller au boulot en 100% propre grâce à son véhicule électrique. Ça, c'était une première réussite. 2015, la Vendée est reconnue comme le département le plus électromobile de France. Dans les mois qui ont suivi, on a vu le taux de commercialisation qui était le plus élevé de France, un taux de pénétration du véhicule électrique. Donc ça veut dire qu'on peut obtenir des résultats quand on essaie vraiment de s'en donner les moyens et de communiquer. On a inventé le Vendée Énergie Tour, on essaie de passer dans toutes les communes avec ces véhicules pour leur inviter les Vendéens à l'essayer, à l'adopter, je veux dire. Et puis, fort de ce premier... Non, mais ce qui est frappant, c'est que la géographie, c'est aussi une volonté. Parce qu'a priori, on ne peut pas dire que les liens immémoriaux de la Vendée avec la haute technologie soient une évidence. Eh bien, pas du tout. On peut le faire. Et donc, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que quand on voit l'aménagement du territoire, quelle est la volonté? Et si on laisse aller, on perd très vite, on sait que les rentes, c'est le début de la catastrophe. Donc vous avez pris une situation un peu difficile, expliquez pourquoi. Et ce que vous dites sur expliquer la raison de la nécessité d'une nouvelle mobilité, alors que la pollution est quand même pas évidente chez vous. Hein. Et voilà, moi j'emmène des Chinois chez vous, ils sont contents. Hein. Tout à fait, et François de Rugy, qui était ministre d'État à l'époque, juste avant le début des opérations de Gilets jaunes, a fait le choix justement de venir en Vendée pour parler justement de cette mobilité décarbonée. Et j'avance en disant que la réussite que nous étions en train de démontrer avec le véhicule électrique, on a voulu aller plus loin après en interpellant les transporteurs. Parce que, vous savez, l'économie en Vendée, elle est dispersée sur tout le territoire, beaucoup de camions circulent sur nos routes, et les grosses motorisations, l'électromobilité n'était pas adaptée. Tout à l'heure, on vient de faire tout un chapitre sur le gaz. Eh bien, la chance de la Vendée aussi, c'est d'avoir une agriculture d'élevage dynamique, d'avoir une industrie agroalimentaire aussi qui se fait remarquer. Vous connaissez les Sodebo, vous connaissez les Fleury-Michon. Donc, beaucoup de matières méthanogènes. Et donc, nous avons co-investi, nous, Vendée Énergie, la SEM du syndicat, aussi dans des unités de méthanisation. Et aujourd'hui, on peut oser le dire, lorsque le président de la République fixe comme objectif 10% de biogaz dans les réseaux d'ici 2030, eh bien, en Vendée, nous sommes déjà à 10% depuis le mois de janvier dernier. 10% de notre gaz dans les réseaux provient d'un gaz local produit par nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire. Alors, fort de cette énergie produite localement, sommes allés interpeller nos transporteurs en leur disant « mais est-ce qu'il faudrait… » Première fois, on nous a dit « non, vous ne connaissez rien. Nos marges sont tellement réduites que c'est pas la peine de parler de ça. Et en plus, vous n'y connaissez rien. Parce que nous, on a des camions, ils sont nickel. Norme Euro 6, vous savez pas ce que ça veut dire. Ils sont nickel. Alors on a dit très bien, vous allez plus haut camion. Mais si demain, vous utilisiez sur vos bâches, que vous roulez avec une énergie française, locale, est-ce que vous n'auriez pas aussi quelque intérêt et quelques marchés supplémentaires à gagner? Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et sur la Vendée, eh bien, nous sommes en train de construire notre 6e station de service. Et nous avons attendu personne. Aucun pétrolier pour venir dans des zones qui ne sont pas denses. On le sait bien, on n'aurait pas été les premiers. La Vendée, c'est quelque chose. Hein. La Vendée, c'est quelque chose. Franchement, heureusement que le Drian n'est pas là. Hein. Parce que la Vendée, c'est quelque chose. C'est pour ça que la Vendée est le modèle du globe. Alors, comme ça ne nous a pas suffi sur les mobilités, on est persuadé qu'il y a aussi une autre énergie qui va se faire remarquer, on en parle en permanence ici, c'est l'hydrogène. Et depuis le départ, je suis intimement persuadé que c'est l'énergie totalement décarbonée, totalement propre, à partir du moment où elle est issue de l'électrolyse.
Et donc, fort de ce que nous faisons, il y a quelques photos qui peuvent passer et qui montrent justement ces éoliennes vendéennes. Hein. Nous sommes propriétaires sur les 12% aujourd'hui d'énergie renouvelable qui sont produites sur le territoire. Eh bien, la SEM des élus représente à peu près un quart de cette production sur la Vendée. Vous voyez ici des panneaux photovoltaïques aussi, donc nous avons beaucoup investi aussi sur le photovoltaïque, sur des centres d'enfouissement technique de nos amis du syndicat Frères qui traitaient les déchets. Et puis on avance et on voit un autre grand projet que nous avons réalisé, à la fois le photovoltaïque sur le centre d'enfouissement technique que vous voyez au fond, et puis cette unité de méthanisation qui est ouverte depuis 6 mois désormais, qui nous permet de produire ce gaz. Alors, attendez, on va parler maintenant. Bravo la Vendée. Franchement, on peut applaudir la Vendée. Bravo la Vendée. Voilà. J'ai toujours remarqué que la meilleure façon d'interrompre un flux magnifique, c'est d'applaudir. Donc, merci beaucoup. Merci la Vendée. Maintenant, Philippe. Maintenant, Philippe, Enedis quand même. Patron d'Enedis. Donc, vous imaginez, vous avez patron d'Enedis. Alors, dites-nous un peu comment on articule justement avec ce réseau national, avec la nécessité d'innover. Comment vous voyez cet exemple du bon élève? Parce qu'il n'y a pas forcément que des bons élèves. Non, mais je crois que ce que vient d'exprimer Alain montre d'abord qu'on peut apprivoiser la Vendée, dans le sens républicain du terme. Donc et donc ça, c'est une belle réussite. Encore une fois, on est très fiers avec Édouard. Au-delà de la plaisanterie, ça montre à l'évidence que les évolutions que nous sommes en train de vivre dans la logique de transformation en profondeur du monde de l'énergie nécessitent véritablement une nouvelle forme de relation. D'abord, on le voit bien, entre les entreprises et les territoires, c'est très clair. Et ça, c'est une évolution qui s'est faite uniquement dans ces dernières années. J'en veux pour preuve tout ce que je viens d'évoquer en termes d'initiative. J'en veux pour preuve l'évolution du cadre également concessif, quand on a fait évoluer en 2017, donc Alain est aussi membre de la Fédération nationale des collectivités concédantes, de manière à intégrer justement dans ce nouveau cadre concessif, c'est-à-dire la relation entre le concédant, le propriétaire des réseaux et le concessionnaire que nous sommes, il y a toute la dimension transition énergétique, de manière à ce que, ce qui était une histoire que nous connaissons bien tous les deux, voire tous les trois avec Édouard, fondée justement sur une logique d'un réseau d'une production exclusivement centralisée et donc d'une distribution top-down, on peut dire, qui a plutôt très bien fonctionné historiquement, de prendre la mesure de la capacité des territoires à véritablement innover, investir, entreprendre. Et je pense que les applaudissements qu'on vient d'adresser à la Vendée montrent à quel point cette dimension d'entrepreneuriat à l'état d'aujourd'hui devient une réalité à différentes échelles. Et c'est en même temps une opportunité extraordinaire pour les réseaux, je dirais, pour l'histoire centralisée des réseaux que nous sommes, de pouvoir au contraire les adapter à une vitesse accélérée. Ce que Alain vient d'évoquer avec la mobilité, il aurait pu également l'adresser à travers justement les démonstrateurs que nous avons fait autour de l'éolien. Si nous sommes aujourd'hui capables d'intégrer massivement des éoliennes, en particulier avec tous les impacts que ça peut avoir sur les réseaux, sur la tension, sur la capacité de s'intégrer, sur la gestion quasiment temps réel des équilibres, c'est parce qu'il y a des espaces dans lesquels nous avons pu tester à l'échelle des initiatives politiques et de la réalité technologique, donc la manière dont les réseaux de distribution pouvaient l'intégrer. Et il faut reconnaître que ce qu'André de Vendée disait est de ce point de vue-là un formidable potentiel d'accélération. Donc c'est une nouvelle relation au territoire d'un point de vue contractuel pour créer les conditions justement de cet échange, une nouvelle réalité dans la manière d'implémenter les transformations indispensables sur les réseaux de distribution. C'est vrai pour les données. Alain, très modestement, mais je le dis à ta place, a été un des premiers sponsors du compteur intelligent. Quant à cette époque-là, la grande majorité s'est levée contre. Si Alain a aujourd'hui pu développer tout ça, c'est aussi parce qu'il a cru dans ces évolutions. On parlait de la science tout à l'heure. Aujourd'hui, ces données, elles sont délivrées grâce en particulier, et tout particulièrement, grâce au déploiement massif des compteurs intelligents, qui sont, je dirais, le nouveau carburant, en fait, on pourrait presque le dire comme ça, de la réalité de l'équilibrage en temps réel des réseaux de distribution en particulier, mais je pense que François dira tout à l'heure la même chose à la donnée pour les réseaux de transport. Donc, nouvelle relation contractuelle, nouvel espace de travail en commun, une nouvelle collaboration autour de ce carburant que sont les données.
mais également, à travers ce qui vient d'être évoqué, une nouvelle relation, je dirais, dans l'intelligence partagée, à la fois autour de l'initiative, on vient de le voir, mais aussi d'innovation. Aujourd'hui, moi j'ai coutume d'utiliser le terme de time to market, hein, qui est un terme que tout le monde connaît bien, enfin, c'est dans le texte, hein, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. C'est une formule qu'on utilise sans arrêt à l'Académie française. Voilà, exactement. Donc dans cette logique de temps réel, donc de rapidité d'adaptation des entreprises, on le voit à quel point l'intelligence des territoires et la capacité à innover à travers des démonstrateurs, donc c'est une nouvelle forme d'horizontalité, je vais dire, dans la relation entre les entreprises, les petites et les grands en particulier. Et on peut même ajouter, en débordant encore un peu plus, dans la logique internationale. Parce que nous sommes aujourd'hui, la France dispose d'un vrai leadership à l'échelle internationale dans la filière des réseaux électriques dits intelligents, qui sont la clé pour adapter, justement, pour s'adapter à ces évolutions très rapides. Donc cette filière est aussi une source de développement potentiel d'activité économique pour nos start-up, pour nos entreprises en France. Donc il y a un nouvel équilibre qui s'est créé, je dirais, entre les territoires qui ont pris leur destin en main, pour entendre les formules un peu classiques qu'on utilise, mais qui sont aujourd'hui de vrais entrepreneurs à des degrés divers en fonction de leur culture, de leur histoire, de leurs ressources même, en l'occurrence, de la manière dont on peut aujourd'hui les accompagner en tant que grande entreprise, et juste, je pense que notre également rapidité, agilité d'adaptation est absolument nécessaire, d'où la relation de confiance que l'on a établie, comme je disais tout à l'heure, aussi bien contractuelle que par la capacité d'innover. Et puis évidemment, tout ceci étant sous-tendu par, je dirais, une puissance industrielle nouvelle qu'il nous faut créer autour de l'intelligence des réseaux. Et ce qu'on a testé sur Smart Grid Vendée est aujourd'hui industriellement déployé à l'échelle de la France pour justement trouver de nouvelles réserves de puissance sans investir massivement dans les réseaux, parce que tout ceci, on l'a évoqué à de nombreuses reprises, a un coût qui sera supporté in fine par le consommateur si on n'investit pas bon escient. Donc aujourd'hui, toutes ces nouvelles technologies, cette dimension digitale et numérique, cette masse de données nous permet d'adapter nos réseaux en temps réel grâce à de nouvelles, ce qu'on appelle flexibilité, pour adapter la réalité de notre puissance dans les postes sources que nous partageons avec François, et pouvoir justement accélérer l'intégration des programmes d'énergie renouvelable sur l'ensemble de nos réseaux. Merci, vous êtes le roi de l'animation, parce que vous m'avez organisé la transition avec François. Donc c'est François qui est le patron de RTE, c'est lui qui va nous expliquer un peu ce qui se passe. Avec juste une toute petite remarque, en vous écoutant, une fois de plus, je vois à quel point on a mal nommé cette nouvelle intelligence, parce qu'elle est tout sauf artificielle. Et le A de IA, c'est tout sauf artificiel. Donc, Monsieur François, je dis Monsieur François parce que le respect nous entoure. Référence, merci beaucoup. Pardonnez-moi, je le fais quelques autres ici. Je sais que ça a été fait par Jean-Louis ce matin, mais je ne peux pas ne pas rendre hommage à la mémoire de Joël, qui a sa révérencière, qui est le président de l'ADEME, qui a été un homme militant de transition énergétique, militant de la dignité humaine, un homme qui cherchait toujours à concilier, je ne vais pas plus loin, la technocratie avec l'appétence sociétale. Cette difficulté qu'on a à dire qu'il faut élaborer des règles, mais il ne faut pas être déconnant par rapport à ce qu'est la vie des gens. Je crois qu'on est un peu au cœur du débat. Voilà, je voulais juste faire ce témoignage, je crois qu'il est partagé par beaucoup d'autres. On s'associe complètement. Merci d'avoir parlé pour nous. Alors, je voudrais, parce que je ne suis pas plus langue de bois que vous sur Sénat. Sauf que vous avez des responsabilités, moi je suis un Mickey. Il était une fois l'obligation pour le local et le régional de s'impliquer fortement, et la Vendée, que j'adore, des relations très anciennes avec le président du syndicat, je sais à quel point c'est un pragmatique qui a su soulever des montagnes, surtout en Vendée, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup. S'il n'y a pas d'appétence locale, il n'y a rien qui marche. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il y ait une dimension et nationale et européenne. Et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure qu'il ne faut pas laisser les gens dans du chemin. Il y a un truc en France qui s'appelle la péréquation, qui, parce qu'il est national, permet à chacun, même aux Bretons d'ailleurs, et aux autres, de bénéficier au même tarif d'un service. Si on comptait la réalité, c'est comme le timbre poste, vous savez bien, si on comptait la distance, le nombre d'habitants, ça serait plus compliqué. Donc, il ne faut pas juste oublier ça, parce qu'on a quand même besoin de cette équité pour un certain nombre de raisons. Il s'agit bien d'un bien essentiel de l'électricité,
c'est un truc dont on peut difficilement se passer. Et d'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous disent qu'on peut faire des miracles au niveau local, ils ont raison. Quand je vois qu'on coupe 2 secondes ou 7 secondes, 200 000 foyers à Paris, et que c'est une catastrophe nationale dans toute la presse, on a un petit sujet quand même de compréhension des choses. Bon. Nous sommes le réseau de transport, chargé de l'équilibre, puisqu'il faut que les électrons, des électrons qui circulent dans le réseau électrique, je ne suis pas là pour faire de la physique, je suis très mauvais d'ailleurs en physique, il faut que ce soit équilibré tout le temps à l'échelle européenne. Voilà. Je voudrais quand même donner cette dimension-là. Nous sommes très interconnectés et nous avons une résilience commune parce que nous sommes très interconnectés. Aujourd'hui, l'électricité, peut-être plus que le gaz pour le coup, parce qu'on en fabrique plus à la maison, si je peux dire. La preuve, c'est qu'on est, dit monsieur le sénateur, on est très exportateur, alors qu'il est 10 000 MW d'électricité exportée en ce moment. Beaucoup de transferts d'usage vers des énergies polluantes thermiques, vers l'électricité, c'est ce qui est en train de se préparer. Donc, voilà, je signale ça, on n'est pas totalement dans une dépendance. Donc cette fraternité électrique qui nous permet aussi d'avoir des gens qui attendent à la porte. Quand on est en Ukraine, quand on est dans les pays baltes, on attend d'être raccordé au réseau électrique européen parce que c'est un premier signal de politique. C'est vraiment que l'électricité fasse de la politique, mais c'est une réalité. Donc ce point-là, il nous interpelle parce que si on veut réussir la transition énergétique, et nous en sommes tous militants, par condition, par obligation, les deux, dans tout cas, de toute façon, on n'a pas le choix. Et avant, on venait au colloque du CERN, moi je suis un abonné de ce colloque depuis très longtemps. On venait soutenir la montée en charge des renouvelables aujourd'hui. Elles sont là. Bon, 23-24%, avec un tiers pour le solaire et le photovoltaïque. La progression se fait, encore à pas trop lent, et on en est tous convaincus, on fait tous des efforts pour que ce soit autrement, mais on n'est plus dans le choix, on n'est plus dans l'interrogation, on n'est plus dans la question faut-il ou pas, c'est absolument nécessaire. On progresse en productivité, les facteurs de charge s'accroissent, on va enfin faire l'offshore, on est en train de raccorder le premier pas, ça y est, c'est un laser, les recours ont été, sont derrière nous, parce que ça aussi, on peut avoir des grands débats sur plein de tribunes, s'il y a plein de gens qui continuent à nous empêcher de tourner en rond et à développer le renouvelable, parce que la justice est longue à se prononcer, parce que tous les recours sont dilatoires, on ne parle pas des vrais sujets. Ça, c'est un sujet, et on est bien passé, nous on gère 200 contentieux en permanence, hein, alors qu'on a le sentiment d'agir pour l'intérêt général, pour la décarbonation, on lutte contre le changement climatique. Je trouve que tout le monde n'en est pas d'accord, on évoquait le code tout à l'heure, la modification du paysage, oui, de temps en temps, l'intérêt général, ça impose de faire quelques concessions, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On a devant nous un chantier important. Nous y travaillons comme facilitateurs. On a essayé d'oublier d'être arrogant. Il y avait ce côté un peu national, on s'impose, on passe en force, on fait une déclaration d'utilité publique. Nos équipes sont des équipes de concertation permanente. Pour ce qui est de l'offshore, je le dis toujours, elles connaissent tous les prénoms des poissons, parce que sinon, on n'arrive pas à passer un câble jusqu'au parc éolien. Et c'est un travail de fourmi, en l'occurrence dans la mer pas vraiment, mais sur Terre c'est sûr, parce qu'il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi il faut faire un parc quelque part, photovoltaïque, éolien, mais aussi il faut un tuyau, il faut un fil qui raccorde vers un réseau. Que souvent les gens disent, mon parc, ça y est, je l'ai fait, bon, très bien, j'ai fait le parc, il me permet d'avoir mon autonomie locale, très bien, sauf que j'en produis un peu plus que finalement j'en ai besoin, j'aimerais bien le vendre ailleurs. Ah ben ça, pour ça, c'est un réseau. Ou alors, il y a des moments où j'ai pas assez pour me fournir localement. Et je veux une assurance, je veux qu'il y ait un câble qui m'amène la sécurité d'approvisionnement. Pardonnez-moi, juste, ça me rappelle ce que je disais sur l'eau. On disait l'eau, très bien. Alors Dieu, s'il existe, Dieu, il nous a donné l'eau, mais il n'a pas forcément inventé les tuyaux. L'histoire pompier aussi, c'est un peu, mais... c'est le sujet, il y a toujours une espèce d'évidence que la logistique suivra. Hein. Chacun appuie sur son interrupteur et il attend que la lampe s'allume. Si elle ne s'allume pas, c'est qu'elle est grillée. Si elle n'est pas grillée et qu'elle ne s'allume pas, c'est un autre sujet. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, il se met en colère. Nous avons ce devoir de faire en sorte que nos réseaux, qui sont liés pour l'éternité, les réseaux de transport, distribution, liés pour l'éternité avec le voisin, tout ça fonctionne. Et donc, nous sommes facilitateurs. Alors pour l'offshore, j'en parlais, nous avons la compétence désormais de raccorder les parcs et de faire les plateformes, avec deux idées complémentaires par rapport à ce qu'était la situation avant que nous soyons compétents, pour les législatifs. La première, c'est qu'on peut faire des hubs, c'est-à-dire qu'une même station permet de raccorder plusieurs parcs, plusieurs producteurs différents, alors que si c'est le producteur qui fait le parc, il va raccorder le sien, pas forcément celui du voisin. Et puis par ailleurs, nous avons développé un concept de plateforme multi-usage, c'est-à-dire qu'on a lancé des concours d'idées, 40 pays, enfin des opérateurs de 40 pays sont mobilisés,
qu'est-ce qu'on peut faire sur ce nouveau terrain de développement industriel et économique qui est une plateforme en mer? On peut y faire, on peut lever des algues qui vont manger les saloperies, on peut faire des drones sous-marins, on peut faire peut-être de la musique avec le vent qu'on va projeter sur la mer. On a eu comme ça plusieurs centaines de propositions. Ça paraît extravagant, sauf que si ces nouveaux territoires de conquête économique, énergétique, industrielle, propre, sont en plus l'occasion pour les territoires, que ce soit le port de Dunkerque avec lequel nous travaillons, ou d'autres ports plus proches de la Bretagne ou de la Vendée, si on permet d'avoir un horizon qui s'élargit, là, on gagne sur la pétence, on gagne sur la stabilité sociale, parce qu'on n'est plus dans le camp des intégristes d'un côté et de l'autre. Et puisqu'on parle d'intégristes, et nos amis de GRDF le savent bien, moi je considère que le gaz a encore beau jour devant lui dans la transition énergétique, par exemple. Bon, quand on est dans l'électricité, quand on disait ça, c'était un gros mot, on se faisait pilonner à la sortie de la salle. Il y a une grande mode en Europe qui est le secteur coupling, c'est le gaz et l'électricité. Bon, parce que c'est vrai que si on veut encore plus décarboner, si on veut encore plus faire face à ces questions de pointe à équilibrer, qui par moments sont bien contentes d'avoir une énergie qui tourne vite et qui est vite au rendez-vous du réseau, ça peut difficilement se faire sans gaz. Pour autant, on travaille aussi sur des questions, je crois que le directeur de la CRE l'a évoqué ce matin, donc je fais écho à ça, nous travaillons aussi sur une responsabilisation des acteurs du renouvelable. Et c'est pas un empêchement. Par exemple, nous avons parfois beaucoup trop de vent, beaucoup plus de vent que le réseau n'en a besoin ou que la consommation en a besoin. Au passage, je livre un scoop à la presse, je me fais encore engueuler par la directrice de la com qui est là, mais on va livrer notre bilan électrique la semaine prochaine, et je vous annonce que la consommation a encore baissé. Bon, comme on est les seuls à dire ça et à l'annoncer depuis 7 ans, ça se confirme largement. C'est un scoop qui... Regarde Renaud, venez au bilan et à la présentation du bilan, parce qu'il y a plein d'autres choses intéressantes, je n'ai pas le droit de vous les dire ce soir, parce que sinon je... Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement qu'on a aussi une responsabilisation des consommateurs qui font qu'on n'est pas aujourd'hui complètement en dérive sur la consommation. Et donc, on va, quand il y a trop d'électrons produits par l'éolien, on a un accord avec les producteurs, en lien avec le distributeur, parce que souvent c'est à lui qu'ils sont raccordés. Ça s'appelle d'ailleurs, c'est pas loin de la Vendée, un logiciel NASA, qui est autonome, autonome. C'est la République, on dit ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne réouvre pas ce débat. Et donc, ils acceptent d'être écrétés. C'est une modulation. Si j'envoie trop d'électrons, il faudrait faire une infrastructure énorme. Et sur 15 ans, en faisant un écrètement de 0,3%, on va économiser 7 milliards d'infrastructures. C'est pas si mal pour le tarif auquel tout le monde est sensible. Parce que si on accroît le tarif pour gérer les extravagances, c'est pas gérable. Et moi, je me dis que dès l'instant où on arrive en toute responsabilité, en toute clairvoyance et transparence à discuter de sujets comme ça, de façon très apaisée avec les producteurs d'énergie éolienne, c'est qu'on a gagné en maturité beaucoup plus que ça n'était le cas il y a encore 3 ou 4 ans. Je peux dire encore des choses sur ces données. Oui, mais il va y avoir des questions. Alors, s'il vous plaît, Il y a une photo qui était sympa là, pour compenser avec la directrice de la com là, qui va lui tirer les oreilles. Oui. Lola il va revenir après. En tout cas, ce qui est absolument évident, c'est qu'il faut proposer François comme président de l'ADA, c'est-à-dire l'Agence de l'apaisement. Merci François, merci d'accepter. Merci d'accepter. Les questions. Ah, c'est toi qui... Oui, je gère. Mais voilà, on avait une illustration de la plateforme Multipurpose Project de François Brotte qui était passée à l'écran. Un petit commentaire, François Brotte, maintenant, sur cette plateforme? On la remet à l'écran. Pierre? Merci. Ah oui, voilà, ça ressemble à une plateforme offshore. Alors, elle est quand même virtuelle, hein, mais ça va ressembler à ça. Et va s'accrocher à cette plateforme un certain nombre d'activités qui n'auront rien à voir avec l'énergie directement. Ce flux qui est la production d'hydrogène vert. Alors là aussi, il y a 2 modes en ce moment. L'énergie comme engueulé. Première mode, c'est les territoires et que les territoires, et donc j'essaie de faire des liens pour apaiser. Et la deuxième mode, c'est l'hydrogène avec l'hydrogène. Sauf que l'hydrogène, il y a l'hydrogène propre et il y a l'hydrogène sale. Et ça vaut quand même le coup de faire la différence entre l'un et l'autre. Et là, je parle que d'hydrogène vert. Merci François Brotte. Alors on va passer aux questions de la salle, mais juste avant Alain Leboeuf, il y avait une photo qui nous montrait une station de recharge hydrogène. Un tout petit mot de commentaire, et si on peut la remettre à l'écran, s'il vous plaît. Donc là, on est sur des photos du RTE. On passe aux photos du CIDEV. Commentaire en attendant.
Oui, vous avez été lauréat. Juste, effectivement, on vient d'être lauréat avec ce grand projet auprès de l'ADEME, je remercie à nouveau son président. Simplement, effectivement, tout à l'heure j'ai parlé des énergies de la mobilité, l'électricité, bien sûr le biogaz, mais l'hydrogène sera aussi un de ces vecteurs. C'est pour ça qu'on voulait vraiment travailler aussi sur cet autre vecteur. Et concrètement, eh bien, on va commencer aussi cette première production à Boin, sur le bord de la mer, avec un parc éolien qui est aujourd'hui qui a dépassé ses obligations d'achat, qui a plus de 15 ans, et donc que l'on va déconnecter, grâce là aussi à l'aide d'Enedis et je les remercie à nouveau, pour pouvoir venir le connecter directement sur un électrolyseur. Et donc là, comme François vient de le préciser, on va vraiment produire de l'hydrogène vert avec une mention toute particulière par rapport à la problématique de l'eau douce qui est en quantité limitée sur nos territoires. Et donc on va chercher ici et bien carrément de l'eau de mer, de telle manière que l'on n'emprunte pas en plus à cette denrée rare sur le territoire départemental. Et donc l'idée, dans un second temps, que l'on vient de développer avec Florence, la société Life, voilà, je fais juste un tout petit clin d'œil. Donc l'idée, c'est ce que François, tu viens d'exposer aussi, c'est que demain, eh bien, on puisse aller chercher cette énergie là où elle est la moins intermittente, là où elle est la plus abondante, où ça peut poser des problèmes à certains moments de la ramener effectivement sur le continent et sur les réseaux, en ramenant plutôt que de l'électron, en ramenant du proton sous sa forme hydrogène. C'est ce que vous voyez donc sur ce deuxième document. Ce projet H2 West, eh bien, on a essayé de travailler à une échelle régionale dans un premier temps, et c'est pour ça que nous sommes en partenariat en particulier avec l'ACO, les 24 heures du Mans, avec la ville et l'agglomération, la communauté d'agglo, donc du Mans, où nous allons fournir cet hydrogène vert sur le circuit et au sein de la ville du Mans. Voilà. On est juste en face de l'île du Noirmoutier, on est en Côte-Bec-Bourgneuf, Polder-Dudin, acceptabilité par les riverains, la population, quid. Et d'ailleurs, j'adore votre initiative parce qu'au 24 heures du Mans, on n'aura pas le droit de dépasser 80 km/h. Notamment dans la ligne droite des Villiers. Et si vous voulez, pour l'acceptabilité, je veux bien qu'on remette la photo, je veux juste une toute petite parenthèse pour vous dire, quand on est allé travailler sur place, on a voulu voir le restaurateur qui est juste à côté de notre parc éolien pour lui dire, voilà, on a un projet de production d'énergie, production d'hydrogène, et ça va être juste à côté. Et pour la petite histoire, il nous a dit, oh non, vous n'allez pas cacher les éoliennes, les clients viennent ici et quand ils veulent toujours la place qui leur permet de voir les éoliennes. Eh bien, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, voilà le schéma que l'on a, enfin, c'est pas un schéma, c'est le plan qui a été travaillé avec l'architecte. Il y a sur la droite de l'écran la partie qui sera chargée, qui correspond donc à la production de l'hydrogène, et sur la gauche, donc l'ensemble des bureaux qui vont servir aux ingénieurs de Life qui vont travailler. Et donc, on a séparé les deux bâtiments pour voir au milieu, et donc on a pensez à cette acceptabilité locale pour voir les éoliennes depuis le restaurant où vous êtes tous invités à venir voir ce beau projet. Merci Alain Ledeuf. Cyril Garbeau, il y a des questions de la salle. Deux questions de la salle. Une première, les freins au développement des énergies renouvelables dans les territoires, comment les lever d'après vous? On va tous ensemble. Des solutions, des pistes? Alors il faut l'élu du peuple. Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle. Dans les freins qu'on évoquait à l'instant, il y a des demandes contradictoires de nos concitoyens. À l'instant, Alain évoquait l'envie de certains de nos concitoyens d'avoir des éoliennes, et je trouve en belle, moi je vous dis, entre une éolienne et une ligne haute tension, je ne vois pas que l'éolienne soit plus laide dans le paysage que la ligne à haute tension. Bon. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. François Braun, vous direz que l'un n'empêche pas l'autre. Ah mais on est d'accord, mais l'un sans l'autre, c'est compliqué. Il y a donc des demandes qui sont contradictoires dans les territoires. Si on prend les éoliennes, elles étaient avant à 80 mètres d'eau, maintenant elles vont à 220, 230.
Et ça empiète parfois à proximité de lieux emblématiques, patrimoniaux forts. Je pense qu'il faut trouver, comment dirais-je, une espèce de règle qu'on va appeler raisonnable, mais il y a derrière ça aussi l'argent que ça apporte quand vous avez un parc éolien. Alors on a mieux réparti je dirais l'apport et les contributions, mais les collectivités et les propriétaires sont aussi intéressés. Voilà. Donc c'est pour l'éolien, mais il n'y a pas que pour l'éolien, on a la même difficulté pour le gaz, pour un certain nombre de sujets. Moi je pense que de temps en temps, il faut aussi sortir du cercle, du périmètre territorial dans lequel on est. Donc il faut, je crois, des règles nationales, et après faire confiance un peu à la conférence des parties. Philippe Monloubou, et après ça, Olivier Dauger. Non, moi je ne penserai pas sur l'acceptabilité, etc. des ouvrages, qui est une question qu'on a pu aborder déjà tout à l'heure, mais parmi ce qu'on peut appeler les freins, il y a également la capacité, en particulier, à pouvoir développer rapidement, massivement, et dans des conditions économiques évidemment soutenables par les investisseurs, par les entrepreneurs, des programmes véritablement de production d'énergie délocalisée. Et donc les énergies nouvelles majoritairement, très majoritairement délocalisées. Alors pour ça, il y a tout un travail, on l'a évoqué tout à l'heure, qui a été fait à partir de démonstrateurs et l'industrialisation de solutions nouvelles que justement les nouvelles technologies aujourd'hui, en particulier le digital et le numérique, permettent de déployer. On a parlé et François l'a évoqué également, de cette logique d'offres de raccordement qui sont intelligentes, c'est-à-dire en un décrochage très court et éventuel seulement dans l'hypothèse où le faisceau de contraintes sur les réseaux serait, je dirais, synchrone avec la capacité maximale à produire. On peut imaginer dans ces cas-là de véritablement imaginer des solutions de raccordement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, moins cher, plus courte et donc beaucoup plus compatible, en particulier avec la capacité des investisseurs à pouvoir avoir un retour sur investissement plus adapté. Donc ça, aujourd'hui, ça a été justement un des freins qui a été imaginé, dont on a aujourd'hui trouvé des solutions, que ce soit au niveau transport ou distribution, et en particulier grâce à ce qu'on a fait dans les démonstrateurs. De la même manière, grâce justement aux flexibilités nouvelles offertes par le digital et le numérique, on est capable de rendre disponible de la puissance qui aujourd'hui était rendue immobilisée par l'accumulation des différentes, le foisonnement des différentes contraintes sur le réseau. Aujourd'hui, ceci est disponible. De la même manière, il y a également tout un ensemble de régulations sur les réseaux qui sont nécessaires, en fait, justement, de développement d'énergie délocalisée, intermittente, et qui sont aujourd'hui totalement industrialisées parce qu'on a su le faire sur de nouvelles fonctions avancées, etc. Donc tout ce qui relève, je dirais, de la sphère de ce qui pouvait être considéré comme des freins au développement massif et accéléré sont en train de se résoudre. Jusqu'à y compris des choses qui peuvent apparaître beaucoup moins technologiques, mais qui sont tout simplement des postes de transformation, par exemple, jusqu'à présent, quand il fallait construire un grand poste de transformation, transport, distribution, ce sont des ouvrages qui, à construire, prenaient 2 ans et demi. Aujourd'hui, on a investi pour développer des postes beaucoup plus modulaires, beaucoup plus facile d'utilisation, qui sont implémentables en 1 an au lieu de 2 ans et demi. Les fameux postes express. Voilà, les fameux postes express. Cette technologie, elle est maintenant déployée, et aujourd'hui, on a la perspective potentiellement encore de raccourcir ces délais. Donc il y a tout ça pour dire qu'au-delà des solutions que nous on a pu développer, il y a une véritable dynamique qui s'est créée autour de la capacité à travailler collectivement ensemble. C'est en particulier vrai avec le SVR, et je salue Jean-Louis Passage pour la qualité des relations qui sont les nôtres, de manière à ce que ces solutions soient véritablement élaborées ensemble par rapport à des vraies questions et qu'elles apportent les réponses adaptées. Et que ce soit là sous l'effet de la puissance publique ou du régulateur, y compris par rapport aux dispositions tarifaires adaptées, que ce soit sur l'autoconsommation, etc., qui sont des vrais sujets, y compris de société d'ailleurs, par rapport à l'équité qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, il y a une dynamique qui s'est créée, des logiques de travail beaucoup plus horizontales, beaucoup plus collaboratives, donc accélérées, qui permettent de travailler sur ce qu'on appelle des freins, mais qui sont surtout des facteurs d'accélération qu'il nous faut développer ensemble. François Brottes pour rester sur l'électricité et après c'est Olivier Dauger sur les autres filières. Petite salle de remarque, j'ai bien noté la pointe du sénateur, ça lui sera raconté, sur l'esthétique des pylônes de tension. J'avais considéré que c'était des œuvres d'art. La différence qu'il y a avec les éoliennes, c'est que nous, on peut parfois les enterrer. Les éoliennes enterrées, c'est plus dur. Sur les postes, sachez aussi qu'avec nos amis de la distribution et de l'IS en particulier en Ile-de-France, on fait aussi des postes qui, sur le plan architectural, sont dans une intégration parfaite
Bon, ça coûte sensiblement plus cher, mais la question du coût. Colloque, on parle toujours d'avenir, on parle de mobilisation d'investissement. Il y a quand même le sujet des tarifs que la CRE traite, qui est un sujet extrêmement sensible dans l'opinion. Parce que tout le monde veut tout le temps, partout. Mais la question, c'est à quel prix? Je ne vous rappelle pas quand même un certain nombre de mouvements récents, la question du tarif notamment de l'électricité, celui du gaz est en train de baisser, donc c'est une bonne nouvelle. Là, je fais la promo du gaz, et c'est la question des tarifs, elle est majeure. 3 chiffres. Les changements d'usage. N'oubliez pas que le numérique aujourd'hui, le téléphone, les ordinateurs, etc., c'est 40 TWh, c'est autant que le chauffage électrique. C'est autant que le chauffage électrique. Voilà. Donc, c'est un point. Demain, quand on voudra produire de l'hydrogène vert plutôt qu'avoir de l'hydrogène sale et donc par électrolyse, ce sera 30 TWh. L'idée du sujet, la nuit, on a des TWh de rame. Ça se gère, mais ça fixe un petit peu des éléments pour se dire que finalement, il y a des choses qui sont atteignables ou pas. Et la voiture électrique, je termine là-dessus, puisqu'on a fait un rapport dont je considère qu'il fait date, parce que même si c'est l'affaire des réseaux de distribution des bornes, c'est notre problème de savoir si en pointe ça passe, si tout ça est transportable, sans se demander. Nous, on a écrit clairement, on a fait ça avec l'association Lavert, de l'instant, il y aurait 15 millions de véhicules électriques, donc on tiendrait pour 2035, en tout cas ça progresse. On aura en équivalent de stockage par les batteries qui sont dans les voitures, l'équivalent de 10 fois nos stacks. 10 fois nos stacks. C'est énorme. Et comme on pourra injecter sur le réseau avec la voiture 94% du temps avec le stationnement, on aura un élément de flexibilité pour le système électrique qui nous donnera la vie tranquille et confortable. Donc non seulement ça n'est pas un problème, mais c'est une chance. Et ça, à nous de le dire, il va falloir se taper la période de transitoire. Effectivement, c'est toujours un peu compliqué. Mais la perspective, elle est très intéressante. Et donc, les transports d'usage, avec moins de pollution dans les villes, parce que du coup, il n'y aura pas de fumée au d'échappement, ça vaut quand même le coup d'anticiper sur ces événements-là. Donc, je voulais donner plein d'espoir à ces transferts d'usage, parce qu'il y a quand même les donneurs de leçons sur le chauffage électrique, c'est toujours intéressant, mais comme maintenant, ils dépensent autant avec le numérique, c'est 0-0, hein, voit partout. Merci François Brottes. Olivier Leger sur les autres filières et après ça le mot de la fin à Florence Lambert, notamment sur le stockage, R&D et innovation. Pourquoi la difficulté du développement? La dynamique territoire, elle est là, on vient de le voir, elle est véritablement là. Moi je suis dans le champ de l'agriculture régionale, sur le terrain, au niveau politique, au niveau économique, on voit dans le projet de méthaniseur, elle est là. Ce n'est pas le problème de la dynamique économique. La première chose, c'est l'acceptabilité. Je n'y reviens pas, mais je pense que le côté participation, information, participation, économique, ainsi de suite, peut permettre justement de comprendre que demain ne sera pas comme hier et que ça peut aussi rapporter. Exemple type, il n'y aura pas de solution parfaite. Le débat sur l'artificialisation des terres est un bel exemple. J'entendais ce matin, il faut 20 000 hectares, il faut trouver, on va s'arranger avec le monde agricole, il faut trouver les 20 000 hectares. C'est pas ça la question. La question c'est que est-ce qu'on peut continuer à produire de l'alimentaire, ce qui est le premier métier de l'agriculteur, tout en produisant de l'énergie en même temps? Et là, je reviens sur tout ce qui est agrivoltaïsme. Je sais qu'il y a notamment la cité Accio dans la salle. On peut aujourd'hui faire du développement d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire soit des panneaux, soit des ombrières, soit des serres, qui permettent de continuer à produire comme avant de l'alimentation et en plus. Et ça, l'acceptabilité est beaucoup plus facile sur les territoires, parce qu'on ne change pas le territoire, le métier premier du territoire. Par contre, ça c'est le premier point, il faut réfléchir. Le partenariat, c'est intéressant. Je parlais de l'agriculture qui arrivait dans le monde de l'énergie. C'est pas pour remplacer les entreprises de l'énergie, c'est pour être en partenariat avec les entreprises de l'énergie. La filière gaz le montre bien. C'est un des éléments. On amène une matière première nouvelle, ou du sol, ou de la matière première, et c'est justement par le partenariat. Et le monde agricole est très porté sur le partenariat. Le dernier point, et je rejoins ce qu'a dit Edouard Sauvage tout à l'heure, faire confiance au privé et aux investissements du privé. Je pense que l'exemple du chauffage des bâtiments est un très bon exemple. C'est des nouveaux projets, c'est des nouvelles idées qui sont cofinancées quasiment que en investissement privé. Et c'est là qu'on doit, au niveau national, on doit laisser une certaine dynamique pour ces projets nouveaux, parce qu'on rentre dans une ère un peu nouvelle. Et à partir du moment où c'est porté par des privés, il ne faut pas que ça soit freiné au niveau de l'État, parce que ce n'est pas une question de coût pour l'État. Par contre, c'est des nouvelles filières qui sont en train de se faire. Il y a celle-là, il y en a plein d'autres. La bioéconomie et tout ce qui en sort, on voit aujourd'hui, il y a plein de projets, énormément de projets pour remplacer le carbone non renouvelable, pour faire des matériaux, pour faire tout ça.
C'est dommage parce que ce sont des projets privés de voir qu'ils sont bridés par des normes, par un certain nombre de choses qui fait qu'ils sont bridés alors qu'ils vont dans le bon sens. Voilà. Et je pense que ça pourrait bien aider le développement dans le territoire. Edouard Sauvage. Oui, si vous m'y autorisez, je voudrais vraiment compléter ce qu'a dit Olivier Leger. C'est vrai que sur la métallisation, aujourd'hui, on constate très peu de freins au niveau local. Et je voudrais bien insister. Dès le début, le choix a été fait de dire c'est pas une métallisation qui viendrait en concurrence avec la production alimentaire. C'est tout de suite inscrit partout, France entière, et avec la profession agricole, dans une logique, c'est bien d'économie circulaire, c'est bien pour recycler des déchets. Et dès le début, on a dit, et ça doit s'intégrer dans des réflexions sur la biodiversité. Là aussi, Olivier Leger l'a dit rapidement, le maintien d'un couvert, c'est bon pour séquestrer le carbone dans les sols, c'est aussi excellent pour la biodiversité. Dès le début, on a vu le WWF prendre position avec la FNSEA en faveur de la métallisation, parce que c'était un choix délibéré d'un modèle qui respecte l'ensemble des externalités positives et qui est conçu au profit de l'intérêt général et pas au profit de porteurs de projets particuliers. Et je crois que c'est très important de bien avoir ça en tête. Les freins qu'on voit apparaître, c'est parfois un manque d'explication. Ça peut être aussi parfois un manque de finalité et un manque d'intérêt général sur l'ensemble de la politique. Florence Lambert, directrice du LITEN CEA, pour terminer cette table ronde. Alors, Florence Lambert, docteur en stockage de batteries qui disent papa-maman de batteries high-tech, Genec de Cadarache. On vient de le rappeler à l'instant, oui, il y a très longtemps. Ah, Non, pas si longtemps que ça. Pardon, j'ai oublié de parler d'un projet qu'on est en train de développer avec des batteries. Rigo. Qui s'appelle Rigo. Ouais. Comme j'ai parlé de plein de trucs, j'ai pas dit ça, tout le monde est en train de m'envoyer des signaux de fumée. Oui, on crée en 3 lieux de la France, donc pas très loin de la Vendée, dans l'Est et dans le Sud-Est, des unités de batterie qui vont permettre, avec 3 industriels différents, d'abord de faire des progrès, je pense à la filière industrielle en France, et de créer ce qu'on a appelé nous des lignes virtuelles, c'est-à-dire quand il y a trop d'énergie qui arrive d'un côté, que le réseau ne s'est pas forcément transporté partout, on la stocke, à condition, c'est l'engagement qu'on a pris avec le régulateur, de déstocker le même volume d'énergie dans un autre point. Et donc ça permet d'avoir une souplesse supplémentaire pour la gestion du système, qui n'est pas la réserve d'énergie pour des moments où on en a besoin. C'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a du stockage système, il y a du stockage production, et que le stockage est en train de prendre des parts de marché, devient adulte dans notre pays, et grâce aussi au soutien d'entités de recherche publique tout à fait performantes. Trop fort, tout à l'heure il nous dit, nous, les pylônes, on peut les enterrer, enfin les lignes haute tension, on peut les enterrer. Maintenant, on les rend complètement virtuelles et invisibles, puisqu'on va faire des vases communicants sans câble entre les deux, sans tuyau entre les deux. Plan sans verre. Mot de la fin, R&D, innovation, stockage. François Braun vient de nous dire 10 fois avec le véhicule électrique la puissance de nos stèles. Je pense qu'autant l'énergie fait sa révolution et forcément le chercheur va devoir le faire. Hein. Donc déjà, ce que l'on peut aborder, c'est vrai que quand on a commencé notre métier les uns et les autres, on était peut-être au départ plutôt focalisé sur sa technologie. Aujourd'hui, le chercheur doit s'ouvrir complètement. L'impact de la mobilité, je souscris complètement, hein, sachant qu'en plus, ce qui peut être contre-intuitif, une batterie au lithium a une espèce de zone de confort, et finalement, si on rentre chez soi et qu'on la décharge un petit peu à l'appel du gestionnaire de réseau, ça peut même avoir un impact bénéfique sur sa durée de vie. Donc, notre chercheur, il est un peu secoué, donc il doit comprendre d'autres applications, il doit comprendre qu'il va y avoir vraiment tout un tas de vecteurs, donc des électrons, des gaz, des réseaux de chaleur. Et puis, il va quand même être au cœur de ce qui se passe dans les territoires. Donc jusqu'à maintenant, notre travail, il était peut-être un petit peu plus confortable. On était conservatoire des technologies. On se disait, finalement, si on développe des technologies efficaces, c'est très bien. Mais face à tout ce qui se prépare, ça ne va pas être suffisant. Le chercheur va devoir vraiment sortir de ses barbelés, alors ça c'est peut-être pour le CEA, aller à la rencontre des usages, faire des technologies qui sont acceptables, durables et transférables à l'industrie. Et ça, c'est aussi pour nous quelque chose qui va nous engager énormément et qui va nous faire changer de référentiel. Alors, pour que ça soit acceptable, et c'est là où les territoires et notre lien également est très important, c'est le chercheur qui va développer en ayant vraiment en tête les usages, pour éviter que l'on soit technopouche et qu'on se plante complètement. C'est anticiper avec les territoires également quelque chose qui est crucial, qui va être la formation de nos jeunes par rapport à toutes ces filières que je pouvais présenter tout à l'heure. Et puis souvent, moi je me reconnais parce que je sillonne alors, ma région, mais pas que.
Et souvent, je reconnais le combat, en tout cas vraiment des acteurs locaux, pour se battre pied à pied sur les industries. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me donne la pêche. Alors, j'étais acceptable, il faut que nos technologies soient durables. Et de plus en plus, je vois qu'on s'enferme plus dans des technologies, dans la performance, mais qu'on va superposer à des feuilles de route, jusqu'à maintenant plus de rendement, plus de watt par kilo pour les batteries, des feuilles de route où il va falloir peut-être travailler sur des éléments moins critiques, travailler sur la recyclabilité en amont, sur la seconde vie des batteries, etc. Et en tout cas, on est en train de mettre en place, sur l'ensemble de nos développements, ce cadre intégrant l'analyse du cycle de vie. Et puis j'avais envie de terminer sur quand même cette bonne nouvelle que j'avais initiée, c'est-à-dire regarder les énergies renouvelables, des énergies de territoire, donc qui vont représenter de la valeur, des usines. Donc on est très fiers aujourd'hui, c'est Symbio sur l'hydrogène du côté de Lyon, c'est des transferts qu'on a pu faire en Italie et des projets qui se discutent en France. Mais il faut aller au-delà de la première usine. Donc on va être ravis de l'inaugurer, mais les usines vont devoir tenir 15 ans, 20 ans, 40 ans, et il va y avoir un vrai enjeu d'organisation de la R&D qui va dépasser le seul acteur que peut être par exemple le CEA. Et c'est important que dès à présent, toutes les recherches se mettent vraiment en ordre de bataille, s'organisent, s'articulent. Un seul objectif, vraiment réduire le temps de transfert de technologie vers l'industrie. Et là, il y aura besoin de recherche technologique, de recherche fondamentale. Alors un exemple, on vient juste de lancer quelque chose qu'on appelle H2Lab avec les équipes du CNRS et qui justement articule l'ensemble des compétences sur le territoire français pour aborder ce sujet. Donc on est allé chercher depuis Grenoble les équipes de Belfort, il y avait plutôt une spécialité dans l'automobile, et les équipes de Toulouse dans l'aéronautique. Et pour moi, c'est vraiment cette synchronisation globale, donc la recherche, l'innovation, mais au service de l'industrie et avec une forte connexion avec les territoires. Merci Florence Lambert, merci messieurs. Eric. Je voudrais juste deux mots. C'est passionnant tout ce que vous dites. J'ai l'impression que, je regrette d'avoir l'âge que j'ai parce que ça devient de plus en plus intéressant. Et que on sort des schémas, on apprend à se parler. Et pour saluer Hubert Curien, que j'ai bien connu et qui avait cette phrase fort relancée à Méline, la recherche, et cette phrase formidable, et c'est un peu notre problème. Il disait je ne veux pas avoir à choisir entre l'arrogance des scientifiques et la dictature des ignorants. Premièrement, j'ai simplement un petit doute ou une nécessité, car l'énergie renouvelable, ça veut dire peut-être d'abord apprendre à renouveler l'intérêt général. Et quelque chose me dit que si, en ce moment, on progresse en énergie renouvelable, on aurait plutôt tendance à perdre en intérêt général. Merci. Merci.